Chapitre 2. L'inéité du contenu. Si tel est le contexte, ce livre 1 apparaît sous un autre éclairage et l'on peut désormais tenter de répondre à la question principale. Quelle forme d'inéisme, quelle forme d'immédiateté Locke veut-il écarter? À quoi sert cette critique dans l'organisation de la pensée de Locke? Il s'agit de défendre l'universalité de la loi morale. Or, pour un auteur de l'époque, la loi morale ne peut tenir cette universalité que de Dieu. L'accord se ferait aisément sur le fait que l'expérience individuelle, la coutume, ne peuvent à eux seuls engendrer de l'universel. Seul Dieu le peut. Locke, malgré son empirisme, ne déroge pas à cette tradition. Reste à savoir quel est le mode de l'opération divine. Or, pour tous, Locke compris, inné est synonyme de divin, ce qui explique que jamais Locke ne mette en doute cette équivalence. La loi universelle, si elle doit être divine, doit donc avoir une certaine forme d'innéité. Toute la question est de savoir ce qui est inné en elle. Est-ce la loi même? Sont-ce les principes qui permettent de la déduire? Sont-ce les idées qui servent d'éléments à la construction de cette loi? Est-ce enfin la capacité même de construire la loi? Et en ce cas, de quelle forme d'innéité s'agit-il? Aucune de ces questions n'est résolue précisément par la détermination de l'adversaire désigné par le livre 1. Le sens de la solution est pourtant clair. Toute solution qui ne confierait pas à l'œuvre, au sens fort de labeur et fort de l'entendement, l'essentiel de la tâche dans la création de la loi morale serait à écarter. Même si pour la résoudre, Locke fait appel à l'analogie des autres formes de connaissance universelle ou prétendument universelle, c'est donc autour de la loi naturelle que se joue la question de l'innéité. D'une part, Locke pose envers et contre tout et du début à la fin de sa production philosophique l'existence de la loi naturelle. Mais d'autre part, le moyen habituel d'introduire la loi naturelle est de la fonder sur l'immédiateté d'un inné. Si, comme l'en ont accusé certains de ses contemporains et jusqu'à certains de nos contemporains, Locke n'avait pas accordé une place centrale à cette loi transcendante, l'innéisme aurait pu être écarté d'un simple revers de main. Il aurait suffi à Locke de dire qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser l'artifice de l'inné pour défendre la cause perdue de l'universalité de la loi ou son caractère contraignant. Si la critique est nécessaire, c'est à la fois parce que Locke croit en l'existence d'une loi naturelle et parce que la théorie innéiste en présente une version concurrente, une conception qui offre un fondement possible pour l'universalité de la loi, pour son autorité et pour son contenu. Mais cette conception, dangereuse à ses yeux, a servi la loi naturelle au relatif sous couvert d'innéisme. Ce sont les passions humaines qui imposent leur loi. Si la réponse est différente, la question posée à l'instinct naturel est la même que celle de Descartes. Et si la réfutation est compliquée, c'est qu'il est nécessaire de distinguer ce fondement d'un autre, cette histoire théorique d'une autre qui a même finalité, dire à quelles conditions est possible la loi naturelle. Il est aux yeux de Locke deux formes d'innéisme, un innéisme du contenu et un innéisme de la capacité. Le premier prétend que les principes ou les idées sont donnés par Dieu, le second s'en tient au don divin d'une capacité de recevoir ou de constituer les principes. Toutes les solutions intermédiaires, et notamment celle de la connaissance présente mais inconsciente, doivent être réduites à l'une de ces deux-là. Carcan trop rigide qui critiquera Leibniz pour faire droit à plusieurs formes d'innéité du contenu et de la capacité. Il existe d'abord une infinité de connaissances dont nous ne nous apercevrons pas toujours. L'identification cartésienne de la connaissance et de la conscience empêcherait Locke de reconnaître cette possibilité de petite perception inconsciente. Il existe également une âme qui renferme l'être, la substance, l'un, le même, la cause, quantité d'autres notions que l'essence ne saurait donner, affirme Leibniz, en énonçant son nihil est in intellectu quod non fuerit in sensu excipe nisi, ipse intellectus. Mais cette critique de Leibniz porte à faux sur les deux points. D'abord, si Locke identifie par définition connaissance et conscience, il reconnaît aussi que l'enfant naît avec des notions inconscientes. Pourtant, la connaissance n'est pas concernée par ces notions, puisqu'elles sont inconscientes. Elles ne sont donc nullement théoriques, mais sont de simples effets des conditions prénatales, idées de telle chaleur, de telle faim ou de telle soif, dont la cause est connue et nullement transcendante. En outre, il s'agit de simples notions, c'est-à-dire non susceptibles de vérité ou de fausseté, et non de principes
ou de jugement, ces idées sont peu nombreuses. Deuxièmement, avant même la critique de Leibniz, Locke connaissait cette forme d'innéité de la capacité. Sharbury, Cutworth ou même Descartes la soutenaient en fait plus que l'autre. Et pourtant Locke a explicitement distingué sa thèse de cette forme d'innéité. Il faudra donc examiner à la fois la critique du contenu inné et celle de la capacité innée et comprendre pourquoi il refuse la première et accepte la seconde. Assurer la loi naturelle implique donc que l'on écarte d'abord ce fondement erroné qu'est l'innéisme du contenu, ce que Locke fait en 3 temps: manifester la fausse conception de l'universel qui sous-tend l'innéisme, souligner que l'innéisme est un critère qui se contredit lui-même en ce qu'il nie l'appel au critère, et enfin dénoncer l'identification de la sphère du vrai et celle du bien. 1. Inné et universel. Le premier défaut de l'innéiste est de croire que pour être universelle, la loi elle-même doit être innée. Les Tracts on Government 1660 sont les premières analyses suivies de Locke qui nous soient parvenues, et déjà il s'attache à préciser le lien de l'universel et de l'inné. Pourquoi doit-il y avoir un lien entre loi naturelle et innée? Parce que la loi naturelle peut être contraignante et universelle à la fois, doit être produite par Dieu, on le sait, mais cette loi ne nous est connue qu'indirectement et par 2 voies de transmission différentes: voie religieuse de la révélation et voie philosophique de la raison. En ce dernier cas, elle se fait connaître par la lumière de la raison qui est naturelle et qui est implantée in situ chez les mortels. Ce texte reprend la distinction traditionnelle des formes de loi divine, révélée, naturelle. Il met surtout en parallèle l'innéité sous la forme de incitus et origine divine. Et enfin, le vocabulaire utilisé laisse supposer que l'innéité dont il s'agit n'est pas celle de l'idée qui naît en même temps que l'homme, natus, mais celle de la raison qui est disposée dans incitus, l'être humain comme marque de Dieu. Dès cette époque donc, la raison est concédée à l'homme comme un don divin, joue le rôle de révélateur, comme la Bible et son innéité active incitus rend inutile l'innéité passive innatus. Universalité qui appartient à Dieu, passant l'homme par d'autres voies que l'innéité passive imaginée pour l'idée. Ce texte ne va pourtant pas jusqu'à l'analyse du siège de l'innéité. Cette question de la forme de l'innéité est prise en compte explicitement dans les Essays of the Law of Nature rédigés aux environs de 1663. Ce texte lie explicitement les 2 questions, l'existence d'une loi universelle contraignante et l'innéisme. S'il y a une loi naturelle que la raison peut découvrir, comme l'a prouvé le 2e essai, peut-on déduire que la loi est inscrite dans l'esprit, demande le 3e? Selon les prédicateurs de l'époque, mais aussi pour Locke, la loi naturelle doit être éternelle, universelle, contraignante, indépendante des intérêts. Or, l'inné a pour tous les contemporains de Locke ces caractères. L'innéité de la loi naturelle paraît donc évidente. Les arguments que Locke utilise dans ce manuscrit pour réfuter cette identification sont proches de ceux qui seront donnés dans l'essai. Incohérence de l'explication, non-universalité, universalité de fait de la loi, ignorée de certains adultes, des enfants, des fous, de certaines civilisations, et enfin absence de principe inné en matière spéculative aussi bien que pratique. Le premier brouillon de l'essai paraît sur ce point en recul puisqu'il ne discute l'innéité que dans le champ théorique et parle d'idées et non de principes. Mais la question est loin d'être abandonnée. Si elle est traitée sous son aspect le plus théorique, l'universalité des idées métaphysiques, ce n'est pas sans lien avec la question de la loi naturelle. L'idée des temps, l'une des idées transcendantales de la scolastique, ne peut, selon le draft A, être innée. Elle n'est ni une notion neuve, ni une idée innée, mais une appellation générale de ces idées particulières que nous avons obtenues par observation. L'innéité est ici disqualifiée par un nominalisme strict. Il n'y a pas d'idée innée, car il n'y a pas d'idée abstraite. Le seul intérêt de l'idée innée serait d'être type de toute idée singulière. Or, à partir du moment où aucune idée ne peut être type d'une autre, à partir du moment où l'abstrait n'est pas donné, l'inné est vide. Plus explicite encore, d'autres pages du draft A réfuteront l'innéisme par la démonstration de l'inexistence de toute idée générale. L'idée universelle, éternelle, ne peut être innée car tout simplement elle n'existe pas. Elle n'est qu'appellation, elle n'est que l'effet du non transposé en réalité. De la même manière, la généralisation n'a pas pour origine l'inné, mais la perception constamment renouvelée d'entités individuelles, perception qui produit la croyance en l'inné.
L'expérience renouvelée de l'image explique à elle seule la croyance à l'universel et rend inutile toute perception immédiate d'un universel. Ainsi, l'inéisme est-il nettement associé dès le départ à l'abstraction et au langage. Question reportée au livre 2 et 3 de l'essai définitif, même si l'analyse du langage reste encore ici plus qu'élémentaire. La critique de l'inéisme est une critique de l'abstraction comme perception immédiate d'une vérité transcendante. C'est cette découverte essentielle que Locke veut noter dans son draft. L'universel n'a pas d'autre source que la perception renouvelée du singulier. Au moment où il suspend sa rédaction, il note ce sur quoi il devrait insister dans la suite et qui ne reprendra en fait que sous la forme d'un second brouillon, le draft B. Me rappeler toutes nos connaissances des choses existantes, ce ne sont que singulières, et si nous connaissons la vérité de n'importe quelle proposition universelle, la vérité universelle s'ensuit, car bien que nous connaissions qu'il est universellement vrai que les trois angles d'un triangle sont égaux à deux endroits, cela suppose l'existence d'un triangle qui ne peut être connu que par les sens qui, eux, ne traitent que des choses singulières. Toutes nos propositions portent sur des êtres singuliers. Établir une vérité universelle, c'est énoncer la vérité d'une proposition universelle portant sur des singuliers, comme tous les triangles est une vérité universelle, bien qu'issue de la considération d'un triangle singulier. La vérité universelle n'est pas la vision immédiate d'une vérité éternelle, car il n'y a pas de vérité éternelle. Il n'y a de vérité que liée à des singuliers. Comment éliminer toute perception immédiate de l'universel, partie de la singularité de la sensation et atteindre néanmoins l'universalité de la vérité, c'est la question même de la loi naturelle. Le premier défaut de l'inéisme du contenu est donc de s'appuyer sur l'existence de l'universel. La théorie de la loi naturelle qui justifierait son universalité par l'inné manquerait donc totalement de base. Il va falloir justifier autrement l'universalité de la loi naturelle. 2. Une fausse conception de la vérité. La deuxième note de l'inné est la vérité, et sur ce point aussi l'innéisme est déficient. Le vrai, s'il est inné, ne peut être examiné. Il ne peut donc être jugé par aucun critère, et sa vérité est une pétition de principe. À l'opposé de la vérité spinoziste, la vérité est pour Locke à authentifier constamment la pensée et foncièrement critique. Reprenons en effet la lecture du draft A, là où nous l'avions laissé. Apparemment, Locke ne considère ici le problème que dans sa forme épistémologique générale, à travers la démonstration emblématique de la somme des angles d'un triangle. Mais l'exemple est significatif. Le théorème sert chez Grotius de modèle pour la déduction morale. Et Locke le réutilisera constamment comme modèle du discours moral. Comment établir une loi à partir du sensible? C'est une question posée à l'occasion de la géométrie, mais au service de la loi naturelle. L'assimilation de la réflexion sur la géométrie et de celle sur la morale est un lieu commun. D'ailleurs, un lecteur attentif notera à la fin de l'ouvrage une allusion à l'innéisme en morale. Locke y traite des principes pratiques en des termes proches de ceux utilisés dans les textes ultérieurs. L'influence de la coutume dans la formation des principes, spécialement dans les questions religieuses, provoque une référence à la sacralisation, référence à l'inné que les textes ultérieurs expliciteront totalement. Les gens devenus adultes réfléchissent à leurs opinions, se mettent en quête de leur origine et découvrent qu'elles sont aussi anciennes dans leur esprit que les souvenirs mêmes. Ils ne prêtent pas attention au fait que ces opinions s'immiscent très tôt, ni à la manière dont elles sont arrivées là. Aussi sont-ils prêts à les respecter comme des choses sacrées, à ne pas admettre qu'on les profane, qu'on les questionne, qu'on les mette en doute. Ils les considèrent comme des Urim et Tumim, placés immédiatement dans l'esprit par Dieu même, les critères infaillibles de la vérité et de la fausseté, les juges auxquels en appeler dans toutes les questions controversées. Ce texte est instructif à plus d'un titre. D'abord, si c'est fondamental, la divergence n'apparaît qu'à celui qui réfléchit à ses opinions, les remet en cause par la recherche d'une origine. Les opinions existent avant qu'on ne s'inquiète de leur origine. C'est la première fois que nous rencontrons un indice de la résolution ou analyse dans la pensée de Locke. Deuxièmement, cette inquiétude vient de ce qu'en un procès entre le vrai et le faux, on soit à la recherche d'un critère auquel faire appel, c'est-à-dire que le procès en première instance a déjà eu lieu, mais qui ne décide pas de la question. J'interprète la décision en première instance par la subjectivité immédiate ne suffit pas, et l'on cherche à faire appel à l'objectivité. En morale, il est fait appel de la conscience individuelle à la loi objective, et cette interprétation n'est nullement hasardeuse.
Elle est amplement confirmée par les multiples références à l'appel qui sont des tentatives pour sortir du subjectif par un critère objectif. L'appel à Dieu en politique et l'appel au juge dans l'état de guerre sont chacune dans leur champ des formes parallèles de recherche d'une objectivité à partir de l'individuel, recherche de l'universel à partir du singulier. Ce texte révèle en troisième lieu le conflit des origines, et de ce point de vue, le défaut de l'innéisme est double. D'une part, il masque la véritable origine, l'éducation, qui est origine historique effective, en la remplaçant par le fondement dans la création divine, un fondement censé éliminer toute question d'origine par appel à une double immédiateté. Immédiateté de la connaissance humaine qui découvrirait dans l'idée même son statut divin, alors que l'origine divine d'une idée est un trait distinct de l'idée même et doit être prouvée. On pourrait prolonger la pensée de Locke en soulignant que l'inquiétude nous a déjà fait sortir de l'immédiat. L'inné est en fait un moyen de nier l'inquiétude et avec elle la question de l'origine. Immédiateté ensuite de l'action divine qui se passerait des causes secondes, tendance commune à toutes les tyrannies que d'en appeler immédiatement à la caution divine, alors que Dieu a créé l'homme avec une raison destinée à vérifier toutes les évidences, y compris celles qui paraissaient venir de lui. Le premier défaut, le camouflage, ne peut être reproché à l'innéisme qu'à cause du second défaut, celui d'empêcher toute activité de démonstration de s'opposer par son inertie à l'examen critique, de renvoyer à l'autorité seule. Et donc, la critique de l'innéisme par Locke ne s'appuie que temporairement sur l'origine effective de la morale, par le contre-exemple de l'éducation, de l'accoutumance et de l'oubli de la Genèse. Locke ne remplace pas une origine par une autre, mais il montre que la généalogie de la morale, réponse à la question posée par l'innéisme lui-même, ne peut être celle qu'il imagine. Le défaut de l'innéisme réside en ce qu'il est la simple transposition de l'éducation qui se masque en théorie, ce qu'on appellera plus tard en ce sens précisément une idéologie. Ainsi, le draft A manifeste déjà le lien entre cette critique et celle qui sera amplifiée dans les dernières éditions de l'essai sous la forme d'un chapitre consacré à l'enthousiasme. Est a priori fausse toute genèse qui dispense de l'examen du contenu, qui évite de poser la question de sa vérification alors qu'elle cherche à imposer ce qu'elle dit vrai. La genèse théorique doit permettre une critique de la connaissance. Est ainsi établi le deuxième défaut de l'inné, l'imposition d'un critère de vérité contradictoire et vrai ce qui est immédiat, alors qu'on ne peut juger ce qui est immédiat qu'à travers la médiation de l'examen. 3. La confusion du vrai et du bien. Le troisième défaut de l'innéisme réside dans la confusion entre l'ordre du vrai et l'ordre du bien. Le principe spéculatif ne peut servir de principe pratique, contrairement à ce que pense l'innéiste qui affirme que la vision de Dieu vrai est simultanément la vision de Dieu bien. Sur ce point d'ailleurs se rejoignent de multiples formes de religion plus ou moins éclairées, les latitudinaires comme le newtonianisme rejoignant la Vulgate ecclésiastique, appuyé le cas échéant sur l'unité scolastique des transcendantaux. Tous estiment possible de déduire la morale naturelle de la contemplation de la nature et du Dieu ordonnateur qui s'ensuit. Locke s'est très tôt opposé, contrairement à ce qu'on peut croire, à cette forme de déisme marquée par la confusion du vrai et du bien. On fera sans doute une objection. Locke n'est-il pas déiste sur ce point, et d'ailleurs n'a-t-on pas dit que le livre 1 de l'essai conjugue dans une même critique principe spéculatif et principe pratique? N'est-ce pas reconnaître que Locke conjugue lui-même vrai et bien en liant la destruction des principes pratiques à celle des principes spéculatifs? Mais l'objection ne porte pas, car Locke n'emprunte à l'innéisme la thèse de la parenté des deux sortes de principes que pour la retourner contre lui et critiquer au contraire l'unité du vrai et du bien en un même principe. L'examen du rapport des deux principes est donc une excellente introduction à la critique des rapports du vrai et du bien. Avant d'en chercher la justification, établissons le fait. Locke distingue vrai et bien et n'exclut les principes spéculatifs que pour mieux exclure les principes pratiques. La distinction du vrai et du bien apparaîtra si nous suivons Locke dans sa maturation de l'essai. Il est erroné de dire que c'est avec le draft B qu'apparaît la critique de l'innéisme, sous prétexte que c'est alors seulement que Locke jette les premiers éléments du futur livre 1 de l'essai. L'originalité du draft B est uniquement de placer en tête de l'ouvrage la critique jointe que faisait déjà le troisième Essays on the Law of Nature. Par sa forme de diptyque, ce texte annonce déjà la structure de l'essai, la mise en parallèle de la critique de la connaissance et de la constitution de la loi naturelle.
Non que le vrai et le bien soient identiques, mais au contraire parce qu'il faut détruire la croyance en l'identité des deux connaissances et séparer ce qui relève de la certitude morale et ce qui relève de l'ordre du probable, de la science et des substances. Séparer ce que relève de la certitude de la loi morale et ce qui relève de la croyance en tel bien présent. On a trop cru que les principes du vrai étaient assurés et fondaient le bien. Locke insiste, l'esprit accorde le titre de koinai et nolai, aussi bien aux principes pratiques qu'aux principes spéculatifs, et en priorité au premier des deux. Mais si des contradictions sont relevées dans les principes spéculatifs, à plus forte raison les principes pratiques doivent-ils aussi être suspectés, puisque la justification est aux yeux de l'innéiste identique pour les deux. Cette remarque est fondamentale pour l'ordonnancement du livre. Les principes pratiques surtout devront être suspectés puisque les innéistes en font le plus grand usage et leur confèrent la plus grande importance. Ces principes pratiques en effet leur rendent les plus grands services dans l'usage qu'ils en font et comme fondement des discours qu'ils ont l'occasion de faire. En même temps que l'adversaire, ceux qui font des prêches moralisateurs, est nettement désigné l'objet de la critique, l'universalité immédiate de principes et non d'idées, comme dans le draft A, ainsi que le défaut majeur, une prétendue origine est présentée comme fondement, built on. Si donc Locke inverse dans l'essai l'ordre d'examen des principes, et s'il commence par les principes spéculatifs, c'est que cela permet de supprimer l'illogisme du draft B. On ne commence plus par ce qui est couramment considéré comme le cas particulier, mais par ce que l'on croit être le cas général, d'où le principe pratique tirerait sa certitude. En outre, les arguments qui condamnent les principes spéculatifs sont simples et efficaces. Aussi vaut-il mieux commencer par les critiques simples contre ces principes spéculatifs. Puisqu'on prétend que les principes pratiques découlent des premiers, les deux s'écrouleront ensemble. L'incohérence que manifestent les conclusions partiellement corrigées est supprimée dans la rédaction définitive de l'essai. Locke y écrit par exemple « Si ces principes spéculatifs ne reçoivent pas de toute l'humanité une reconnaissance universelle effective, il est encore plus manifeste en ce qui concerne les principes pratiques qui ne peuvent recevoir cet accord universel. » Dans les Essays on the Law of Nature, qui était la première ébauche de notre question, Locke affirmait déjà « Si la loi de nature était inscrite en notre cœur, il faudrait en conclure que les principes spéculatifs sont inscrits aussi bien que les pratiques, ce qui est manifestement difficile à prouver. » Ici aussi, l'appel au spéculatif est destiné à confirmer le statut du pratique. Ce jeu des deux domaines, l'un servant de modèle à la pensée de l'autre, ne se limite pas à la partie critique de la pensée de Locke. Il y a dans le choix de cet ordre une signification plus profonde. Exposer ainsi l'innéisme, c'est montrer que ses défenseurs soumettent entièrement la morale à la philosophie spéculative, ainsi que le bien au vrai, ce qui est critiquable à deux niveaux. Au niveau de la genèse effective de la morale d'abord, au niveau des principes mêmes de la connaissance ensuite. Au niveau le plus évident d'abord celui de la genèse effective de la morale. Les termes de principe, de maxime désignent des propositions qui, pour l'innéiste, sont à la fois immédiatement données, vraies et efficaces. Les principes ou maximes seraient ainsi des impressions de la vérité sur l'entendement, des principes de connaissance réglant la pratique. Trois composantes dans cette courte phrase: impression, impression, knowledge, regulating. La conjonction de ces trois caractères dans la vérité autorise l'innéiste à faire du principe spéculatif vrai une maxime pratique contraignante. La maxime serait à la fois immédiate, source de connaissance et règle de raisonnement ou de vie. Or, la conjonction des trois caractères est impossible pour Locke. Des maximes pratiques devraient agir constamment car l'un des traits de la pratique est le déterminisme total. Désir, volonté déterminent nécessairement alors que l'entendement introduit le suspense de la délibération et de la liberté. Le suspens de la délibération et de la liberté. Il faut choisir entre principes connus et efficaces d'une capacité. C'est une façon impropre de parler que d'appeler principe une capacité, affirme Locke, et quand il consent néanmoins, concession aux fluctuations de la langage, à appeler principe une capacité, il ajoute immédiatement « mais ce sont des inclinations au bien de l'appétit et pas des impressions de la vérité sur l'entendement », c'est-à-dire, d'après sa définition des principes, que ce ne sont pas des principes.
Le principe de la morale ne peut être de l'ordre du connu, ce doit être une motivation. Ce qui s'interprète la vie morale effective ne peut découler d'un fondement cognitif, elle doit s'inscrire d'abord dans l'efficace d'une causalité déterminante, d'une genèse. Toute action est la suite d'un motif déterminant qui agit immanquablement, l'inclination au bien. L'immédiateté, l'efficacité de cette genèse exclut toute intervention de connaissance. Seule une capacité power peut à la fois être immédiate et efficace. Jamais un savoir.